Bienvenue sur IDF1, vous êtes en direct, c'est les vacances de rêve avec Jackie. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle puisque c'est la soirée japonaise. Donc on attend les sushis avec impatience et je vous ai réservé une très grande surprise puisque j'ai en ma compagnie des élèves de la superbe école de la Bitan Academy. Alors vous allez nous parler de la Bitan Academy. Alors bonjour Vincent. Bonjour. Alors tu as quel âge? J'ai 33 ans. Donc alors parle-nous un petit peu de tous les sports que représente la Bitan Academy. À la Bitan Academy, on peut faire tout un ensemble d'arts martiaux. On peut faire principalement les arts martiaux modernes. Donc on a Jiu-Jitsu brésilien, Krav Maga, Mixed Martial Arts, boxe thaïlandaise et puis aussi quelques arts martiaux traditionnels selon les Bitan Academy puisqu'il y a tout un ensemble de réseaux d'académies en France et à l'international. On est tous les deux professeurs à la Bitan Academy depuis déjà quelques années et donc le Jiu-Jitsu brésilien c'est un art martial assez moderne qui est très à la mode en ce moment et on va vous faire une petite démo, vous montrer à quoi ça peut ressembler, ce que ça donne en pratique sur des cobayes tout terrain. Oui, je serai le cobaye, il n'y a pas de problème. Juste présente-moi un petit peu la Bitan Academy et Patrick surtout qui nous regarde. Bonjour Patrick, si tu nous regardes, à Patrick Bitan. Donc Patrick Bitan qui est le fondateur de la Bitan Academy qui a été fondée maintenant depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Il a été assez visionnaire, ça a été un des pionniers du jiu-jitsu brésilien en France et aujourd'hui c'est un art martial qui se développe à très grande vitesse aux États-Unis, bon bien sûr au Brésil mais au Japon et en Europe maintenant. Donc n'hésitez pas à aller sur le site www.ba-academy.com pour avoir toutes les informations et savoir où vous pouvez vous entraîner en Ile-de-France et ailleurs. Donc clé de cou, il serre, il peut aussi mettre des coups. Voilà, à partir du moment où on est attrapé, il peut venir chercher, il peut mettre des coups de genoux. Donc c'est une position qui est assez désagréable. Et donc on va avoir quelques réponses sur cette position. Voilà. Donc là on n'a plus besoin du micro. D'accord, donc ça c'est une situation classique, c'est une situation qu'on rencontre souvent dans les bagarres de rue ou... Voilà, d'accord. On s'attrape, on se donne des coups, on essaye d'attraper, de coller le mec, la personne au sol, de lui mettre la tête dans un mur. Donc c'est une situation qui est basique et qu'on trouve à tous les niveaux. Des enfants qui se chamaillent, ils vont s'attraper le cou comme ça c'est le premier réflexe. On ne sait pas trop quoi faire, on vient chercher le coup et on a l'impression et on va essayer de tirer très très fort. Et c'est vrai que quand on ne sait pas se défendre, eh ben on peut être mis vraiment en difficulté sur cette position alors qu'il y a des réflexes qu'on peut avoir et qui permettent de désamorcer un peu la position. Vous avez été élève et vous êtes devenu professeur. Voilà, avec des heures et des heures à suer sur le tatami. On a fini par avoir notre ceinture noire, moi mon premier dan, et c'est que le début. Donc la ceinture noire, c'est pas une fin en soi, c'est le début d'une aventure et on est toujours en quête de perfectionnement et de progression. Voilà. Voilà, il vient me prendre comme ça, voilà. Donc là, on va essayer, bon, si on peut, on va quand même essayer de protéger ses cheveux parce que de ne pas se faire arracher une touffe de cheveux dans la bagarre. Donc c'est pour ça qu'on vient chercher juste en dessous pour juste essayer de protéger et gagner un petit peu de temps. Tu prends une bonne saisie. Voilà, il a une bonne saisie, je viens chercher, si je peux. Je vais venir bloquer et là, je vais venir juste tourner. Ici. À partir de là, je peux venir chercher au niveau du poignet. Je peux venir... Est-ce que tu es prêt à descendre? Je vais te faire descendre au sol. Ouais. Et là, je suis obligé de tomber au sol. Il est obligé de tomber. Voilà. Je peux venir là. Et là, c'est une clé en fait. Son coude est en hyper extension. Donc si je tire, tout va bien. Le coude casse et tout va bien au sol. Là, c'est son poignet qui est en hyper extension. Donc c'est le poignet qui est blessé. Et ça me permet de contrôler. Donc là, c'est vraiment une situation typique où c'est à moi de savoir un peu jusqu'où je veux aller. Ça va, t'es bien ou pas? Tout à fait. Ça pose pas de problème? Non, j'adore parce que je vais ça. te salir là. C'est pas grave, ça se Alors, lave. ici, et c'est le but c'est pour ça qu'on appelle ça le gentle art, l'art souple, c'est que je suis pas là pour le blesser. Donc si j'ai pas envie de le blesser, je vais pouvoir moi reprendre le dessus pour pouvoir le contrôler, par exemple type force de police ou des choses comme ça. Donc Henri, on refait? Ouais, avec plaisir. Allez. Et si on n'a Et pas de après cheveux, tu vas pouvoir me le faire. Tu mettras un peu plus par là. Ils n'arriveront pas à t'attraper normalement. Oui. Ouais, c'est ça. Main gauche, main droite. Comme tu veux, vas-y. Comme tu as envie de l'attraper, il vient attraper, je viens protéger là. Boum, je suis venu ici, là, ou je descends. Ici. J'ai ma clé, j'ai mon contrôle. Et si je veux revenir, je le bloque. Et là, tu peux lui casser le bras sinon, si tu restes comme ça. Ça va? Ça va. Là, oui, bien sûr. Là si je veux, je lui casse le bras. Le but, c'est que... Et ce qu'on essaie d'enseigner à nos élèves,
s'il y a quelqu'un qui les attaque pour leur tirer les cheveux, et que lui, il lui casse le bras, c'est pas terrible. Ou si on vous attaque pour vous tirer les cheveux et vous dites bah oui, je vais faire ça et vous lui crevez les 2 yeux, la réponse n'est pas proportionnée à l'attaque. Donc nous, ce qu'on veut, c'est désamorcer l'attaque et ensuite se mettre dans une position où on peut contrôler. Et si vraiment on a quelqu'un de dangereux en face de soi, être capable d'infliger des dommages un peu plus importants, mais c'est pas le but. Le but, c'est pour ça que c'est utilisé par et Patrick Bitan qui enseigne ça dans beaucoup de forces d'intervention et des forces de contrôle type police, etc., où on vient contrôler son partenaire pour essayer quelqu'un qui est hors de contrôle et qui est dangereux, on va le désamorcer, on va le contrôler et il va ressortir le moins endommagé. Si on le frappe, il peut avoir des fractures, il peut être blessé, il peut avoir des dommages. Lorsqu'on le contrôle, eh ben, il est menotté, il est calmé et après et son intégrité physique n'est pas menacée. Voilà. Donc là, on va repartir, si tu veux, sur la clé de cou. On va y aller graduellement. Donc, en jiu-jitsu brésilien, on peut désamorcer l'agression à plusieurs niveaux selon son degré d'anticipation. Donc c'est ça qu'on va montrer. On va montrer 3 degrés d'anticipation en ce qui concerne la réponse. D'accord. Premier degré d'anticipation, je l'ai vu venir, je sais qu'il veut m'attraper. Je vais venir faire la réponse qui est logique, c'est-à-dire me tenir droit. Okay ? Si je ne me tiens pas droit, il vient et là, je me retrouve dans une situation qui est déjà beaucoup plus difficile. Okay ? Donc première chose, je l'ai vu, j'étais droit sur mes appuis, je suis ici. Maintenant, il peut encore me frapper, donc je vais venir le bloquer et verrouiller. Là, il ne peut plus me frapper. Okay ? C'est bête, mais maintenant, je suis calme. Je garde toujours mon buste droit, je vais venir contrôler et venir le chercher derrière. Okay ? Là, je peux venir pousser pour qu'il vienne. Et lorsque je tire, c'est une clé d'épaule, c'est-à-dire que là, bon, il est contrôlé premièrement, et si on a besoin d'aller plus loin, on exerce une clé sur son épaule. Okay ? Donc, il attrape, je reste droit, j'empêche, je me protège de ses coups, et j'en profite pour venir légèrement derrière pour le contrôler. Okay ? Là, je suis bien droit, j'ai contrôlé, je suis passé derrière. Boum. Donc là, il faut quand même être assez rapide parce que ça se passe en combien de temps ? 4 secondes, 2 secondes, 3 secondes ? Alors voilà, c'est pour ça que c'est la première étape d'anticipation. On imagine qu'on est... C'est vrai que le réflexe naturel, c'est quand même d'être quelqu'un vous tire vers le bas, c'est de vous tenir droit. Donc mais par contre, Par contre, là, de contrôler le bras, en effet, ça, c'est une question d'anticipation. On se tient droit. Et après, la technique, c'est de venir vous coller pour venir bloquer. Là, c'est vraiment neutralisé. Là, c'est terminé. C'est lui qui a pris le contrôle. Là, donc, il bouge plus. La situation agresseur-agressé et le rapport de force est inversé, là. Donc maintenant, on va imaginer que, justement... Un tout petit peu par là ? Oui. Ouais, super. Là, maintenant, il est venu et il a serré. J'ai réussi à attraper, il a moins bien anticipé, il m'a pas empêché. Là, j'ai pas réussi. Je l'ai attrapé. Là, je l'ai attrapé, ok ? Donc là, je suis ici, c'est difficile pour moi de rentrer à l'intérieur, il est vraiment serré. Même si je suis droit, il a quand même pris une... Donc il va falloir que j'arrive à créer un espace. Pour créer cet espace-là, je vais venir ici, là, ou alors juste sous le nez. Lorsqu'on vient chercher sous le nez, ça fait mal. Et souvent, il est obligé d'ouvrir. Ok ? On vient ici, et là, on met une petite impulsion. Boum. Ok ? Encore une fois, maintenant, je suis ici. J'ai beaucoup d'options. Je peux venir juste contrôler avec mon genou. Je peux venir frapper. Si je suis dans une perspective de self-défense, je vais venir frapper. Il y a peut-être d'autres adversaires. Je vais me relever, je vais partir. Si je suis dans une perspective de jiu-jitsu brésilien sportif, je peux venir chercher une clé de bras. Ici. Et là. Ok ? D'accord. Donc on va la refaire. On est ici, ok. Là. Boum. D'accord. Donc là, l'agresseur est complètement neutralisé en fait. Là, il est neutralisé. D'accord. On va faire la dernière possibilité. Il est venu et là, j'ai pas pu. Et maintenant, je suis ici. J'ai cassé en deux. Vous voyez, il n'arrive plus à se tenir droit. J'ai vraiment pris un gros ascendant, j'ai cassé sa base. Là, pour lui, la situation devient vraiment compliquée. Comparé à celle du début, j'avais même pas réussi à l'attraper. On est vraiment dans un autre niveau là. Là, on arrive ici et on va venir tout de suite verrouiller le bras, comme on a vu, pour empêcher de se faire frapper. On a cette main qui va être là pour éviter de se prendre un coup de genou, parce qu'on a la tête qui est très basse, ok ? C'est le fait qu'on est trop bas là pour rentrer. Ah ouais.
Et on a inversé la position. Là, on a pris une situation, il y en a des centaines. Et on a vu une petite déclinaison de. Par exemple, là, on est venu chercher sur le côté. On peut venir chercher la tête de face, on peut venir chercher la tête dans le dos, on peut venir ceinturer son adversaire dans le dos ou de face, avec ou sans les mains. Toutes les situations d'attaque classiques sont au nombre entre 10 et 20 à peu près. Il y a entre 10 et 20 attaques très classiques, très basiques, qu'on rencontre partout, dans toutes les agressions. Et c'est celles-là en priorité qui sont dans le cursus de base de tout pratiquant de jiu-jitsu brésilien. C'est savoir quoi faire dans ces situations-là. Et il y a vraiment une grande spécificité du jiu-jitsu brésilien, c'est la capacité de savoir travailler au sol et d'avoir créé une notion de self-défense et de combat au sol. Et peut-être qu'on peut vous faire une petite illustration de ce concept, c'est vraiment quelque chose d'original et d'assez puissant. Donc l'idée du jiu-jitsu brésilien, c'est que si je suis plus petit, moins fort que mon adversaire, et qu'on est dans une situation symétrique, on est face à face, je pourrais jamais le battre. En revanche, si j'amène le jeu dans une situation complètement dissymétrique, je vais pouvoir le battre. Donc par exemple, si je suis capable, mettons que Samuel soit beaucoup plus fort que moi, ce qui est un petit peu le cas, d'arriver dans un combat dans cette situation-là, où je suis dans une situation de contrôle très fort sur Samuel, même s'il était plus fort que moi physiquement et plus grand, et ben là je suis dans une situation qui compense complètement ça. Et même si je suis plus faible, je vais gagner le combat. Et ce qui se passe ici, on voit beaucoup d'attaques dans les films d'horreur ou des trucs comme ça, des attaques comme ça là. Hein. Oui, oui. Ça c'est complètement l'inverse de ce qu'on pourrait faire en jiu-jitsu brésilien, c'est des attaques qui ne marchent pas du tout. Donc si jamais je fais ça par exemple, je vais sacrifier tout mon équilibre. Et assez facilement, il peut se défaire de moi. D'accord. Parce que il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle, il laisse tout un espace qui me permet d'évoluer. Alors, c'est typiquement ce que ferait quelqu'un qui n'a pas les notions de combat au sol. Ça, c'est typiquement l'attaque que ferait quelqu'un qui n'a pas fait du jiu-jitsu brésilien. Quelqu'un qui a fait du jiu-jitsu brésilien connaît tout l'éventail de possibilités qui peut arriver ici. Dans un combat le plus classique, c'est qu'à partir d'une position comme ça, si on est dans un combat très engagé, je sois amené à frapper mon adversaire, puisque la situation m'autorise à faire ça. Des coups de poing, je mime des baffes parce qu'on est quand même, on reste courtois. Et il peut avoir plein de réflexes pour se défendre de ça. Et le jiu-jitsu brésilien offre des réponses très simples à tous les réflexes classiques. Si je le mets des baffes, il va essayer de me repousser. Ensuite, donc là, il m'offre tout de suite une clé de bras en extension. Là, j'ai fait une clé de bras en extension. D'accord. Il peut être amené aussi, si je lui mets des baffes, à juste essayer de protéger sa tête. Et là, je peux faire une clé de bras en torsion, immédiatement. Il peut avoir toutes sortes de réflexes. Toujours, je lui mets des baffes. Il peut être amené à me tourner le dos parce qu'il en a marre de prendre des baffes. Et là, il s'expose aux étranglements. Il faut toujours essayer de faire face à son adversaire pour essayer d'avoir... Quand on se met en boule, c'est là où c'est très dangereux parce qu'on ne voit rien de ce qui se passe, on n'est absolument pas actif. Alors le jiu-jitsu brésilien, il est aussi très connu pour tout ce qui est self-défense féminine. Aux États-Unis, il y a des programmes entiers où on va se retrouver dans cette position. Pourquoi ? En jiu-jitsu brésilien, on est très à l'aise lorsque lui, il est très à l'aise dans cette position. Et quand il y a des agressions sur des femmes, elles peuvent se retrouver dans cette position. Okay ? Donc pour nous, c'est une position où l'agresseur a 2 membres pour attaquer, alors que lui, il va en avoir 4. Il a des bras, il a des jambes, et il a 2 jambes plus 2 bras. Normalement, c'est plus fort que 2 bras. Donc, premier exemple, je vais venir essayer, par exemple, de l'étrangler. Imaginons que vous êtes sur quelqu'un qui va essayer de vous étrangler, ok ? Là, il vient vous donner ses bras. Je ne peux pas taper. Donc là, je lui ai dit stop parce que j'avais les coudes qui allaient céder. Ah d'accord. Ok, j'avais les 2 coudes qui allaient céder. Ce qui se passe, c'est que s'il ne me tient pas là, il ne me tient pas pour montrer, mes coudes se lèvent. Comme il me les bloque ici, il fait le même mouvement. Là, ils sont en hyper extension. Okay ? Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Même si je suis beaucoup plus fort que lui, je ne serai jamais plus fort que ses 2 jambes plus ses 2 bras. C'est trop fort. Okay ? Donc là, j'avais l'impression d'être dans une bonne position et en fait, je me suis mis en danger. Une autre possibilité, ça va être si je fais l'erreur dans une agression de mettre un bras au-dessus, un bras en dessous. Ce qui peut arriver, ou il peut m'aider à le faire, c'est-à-dire juste en poussant. Là, on vient s'exposer à une forme d'étranglement qui va montrer, qui s'appelle l'étranglement en triangle.
ici. Cet étranglement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez vous endormir. Le cerveau va mettre le corps en veille. Et après, il peut y avoir des dommages plus importants. Mais ça vous permet en tout cas de mettre votre adversaire et il ne le voit pas venir, le mettre hors d'état de nuire. Encore une fois, je suis là, il est venu pousser mon bras. Alors vas-y Karim, suis le mouvement. Laisse-toi guider. C'est pas grave, donne-moi tes bras. Il est là, je choisis un côté, j'ai fait rentrer de ce côté-là. Doucement. T'inquiète pas. Karim, tu fais doucement. Je ferme. Ouais. Ok. Une position très simple, il est là. Film d'horreur. Okay. Film d'horreur. Son pire cauchemar. Pourquoi est-ce que ça marche dans les films d'horreur? Parce que le mauvais réflexe, c'est d'essayer de l'enlever. Et là, qu'est-ce que je fais? J'essaye, moi, de lutter contre le poids de son corps. Mets ton poids. Il met son poids. Et là, j'aurai jamais la force de rentrer. Donc en jiu-jitsu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jamais faire bras contre bras ou force contre force. On va utiliser ses jambes. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais juste rentrer mon genou à l'intérieur, ici, et je vais venir passer ma jambe par-dessus. Boum. D'accord. Et là, Un pivot. clé de bras. Regarde là, ici, le bras est en hyper extension. Je vais te le faire, Henri, pour que tu comprennes. Ok? Et après, tu pourras le faire. Henri en action, en direct. Henri in action. Tu viens m'étrangler sur le côté. Donc c'est moi qui t'étrangle. Sur le côté ou face à toi? Voilà, t'es là. D'accord. Ok, t'es ici. Vas-y, tu peux mettre du poids. Voilà, tu mets du poids. Là, je vais rentrer juste ma jambe à l'intérieur. Je passe ma jambe par-dessus. Et hop. Henri, Et là, Tout se passe bien. Henri, t'es encore avec J'en nous apprends. T'as envie, Henri? ok, donc là, quand tu sens que ton bras est en hyper extension, tout à fait. ok, tu tapes. D'accord. Donc c'est ça que tu vas faire. D'accord. Prêt? Mets-toi au sol là. Ok, donc là, je Pardon. passe. Oui. Je vais te laisser Donc là, passer je quand mets la même. jambe droite ici. Voilà, mets-la bien en dessous, comme ça. Ok. D'accord. Voilà. Maintenant, tu vas venir chercher ton autre jambe par-dessus. Et là, tu vas venir contrôler mon bras. D'accord. qu'il Donc, l'enlève. comme, Faut plutôt pas comme que ça. j'enlève. D'accord. Et maintenant, tu vas venir pousser avec ta jambe. Et donc, Voilà. et donc là, je tire vers Là, l'arrière. tu tires. Vas-y, tire. Ok. Et t'as gagné. Refais. Pas mal, hein? C'est bien fait. Ça va Ouais, faire, ça va franchement. fermer là. Ok. Contrôle mon bras. Impeccable. De retour sur le plateau d'IDF1, c'est les vacances de rêve avec Jackie. Je suis donc en compagnie de la Bitan Academy. Alors la Bitan Academy, c'est quoi? Alors, Bitan Academy, je vous donne le site quand même, www.ba-academies.com. C'est une académie qui regroupe un certain nombre d'arts martiaux dits modernes, c'est-à-dire le jiu-jitsu brésilien, la boxe thaï et le MMA, qu'on peut appeler free fight ou mixed martial arts. Krav Maga et d'autres sports traditionnels aussi en fonction des Bitan Academy. Il y a un certain nombre de Bitan Academy qui sont en France et à l'étranger. Et c'est une académie qui a été fondée il y a un peu plus d'une dizaine d'années par Patrick Bitan, qui est un des pionniers du jiu-jitsu brésilien en France et qui est quelqu'un qui aujourd'hui entraîne les corps d'élite encore une fois en France et à l'étranger. Donc nous, on est professeur du jiu-jitsu brésilien à la Bitan Academy et puis on va essayer de vous faire partager un peu notre passion. Il y en a une qui est pas très loin d'ici, il y en a une à Cergy. Pontoise, il y en a une à Herblay, qui est une très grande à Herblay, donc qui est pas. Et il y en a une dans le sud de Paris, à Verrières-le-Buisson, à côté de Massy. Sinon, on a des académies en Roumanie, en Australie, en Israël, un peu partout. Donc voilà, ça s'est bien développé et on prend un grand soin à former les professeurs, à faire en sorte qu'ils aient un très bon niveau, que les cours soient dispensés, que ce soit des cours de qualité. Donc maintenant, on a une belle équipe de professeurs en France et à l'international. Patrick, c'est un passionné d'arts martiaux et quand le jiu-jitsu brésilien est arrivé sur la scène mondiale avec les UFC dans les années 90, Patrick a été un des premiers à partir directement chez le fils du fondateur aux États-Unis, chez Rickson, pour s'entraîner au jiu-jitsu brésilien à la source. Et après avoir passé plusieurs années chez Rickson, après avoir travaillé beaucoup en Europe aussi, il a décidé de monter ses académies de jiu-jitsu brésilien. Il a aussi été le premier Français à aller défier les Brésiliens sur leur terrain et à faire vice-champion du monde au Brésil en jiu-jitsu brésilien. On fait un petit clin d'œil à un autre pionnier du jiu-jitsu brésilien, Christian Dierval, qui nous a quittés et qui était quelqu'un qui comptait beaucoup pour nous et qui a beaucoup apporté, qui était aussi un des grands passionnés du jiu-jitsu brésilien. Donc Christian, on te fait un petit coucou de
de là-haut. Et vraiment, le jiu-jitsu brésilien, une fois qu'on rentre dedans, une fois qu'on rentre dans ce jeu qui est complètement infini en termes de possibilités, de complexité, d'intérêt, c'est un émerveillement et ça s'arrête jamais, quoi. Donc nous, le maître de Patrick, c'est Flavio Bering qui a 70 ans, qui est 9e dan au Brésil. Et quand il vient, il a 70 ans, il nous fait encore découvrir des milliers de choses et il nous fait rêver. Donc il n'y a pas d'âge, il y a vraiment... on est sur un truc, c'est une voie, quoi. C'est un truc qu'on peut faire toute sa vie. Il y a peu de choses comme ça, peu de rencontres comme ça dans la vie, je crois. Il y a un certain nombre de gens forcément qui sont associés au métier de la sécurité parce que c'est un art martial qui est très réputé dans les métiers de la sécurité. Et il y a aussi des gens comme nous qui avons des métiers, on est assis sur une chaise de bureau quand on n'est pas à l'Habitant Academy et éventuellement en costard, et puis quand on arrive on est tous pareils en kimono, et c'est vrai qu'il y a un mix de milieux, de culture, tout ça comme on les retrouve, je dirais, seulement dans les clubs de sport aujourd'hui. C'est ça qui est génial. Ce que je veux dire aussi, c'est que le jiu-jitsu brésilien nous apporte beaucoup, même dans notre vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est un moment où on va relâcher notre stress, on va se retrouver avec un corps en forme, on va retrouver de l'énergie, on va partager avec des gens, donc tout le stress du quotidien, toutes les tensions, etc. Ça nous apporte un équilibre vraiment dans notre vie. Ça nous permet de nous sentir bien, de développer, de partager avec d'autres notre passion. Voilà. Alors il faut avoir quel âge pour venir à l'Habitant Academy? On a tout âge? Il y a tous les âges, il y a même du des baby et martial arts. Alors les baby, je crois ils ont 5 ans, dans les 4-5 ans dans ces eaux-là. Ouais. Donc il y a des baby, il y a des adolescents, il y a des hommes, des femmes, il y a tout, il y a des personnes un peu âgées, il y a un peu de tout, et souvent il y a des gens qui arrivent qui sont un petit peu cassés, qui ont dit on est un peu cassé pour faire tel ou tel art martiaux. Ils viennent et comme on passe beaucoup de temps au sol, c'est plus doux. Et donc ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent retrouver une forme physique, ils peuvent progresser techniquement et apprendre des techniques efficaces, tout en sans choc et sans impact, sans que ce soit trop brutal pour le corps. On est sur des attaques qui sont vraiment surprises. On ne voit pas l'adversaire venir, donc encore une fois, on va travailler avec différents niveaux d'anticipation. Ça arrive souvent, on le voit dans le métro, on le voit partout. Ah oui, ça c'est vraiment c'est l'attaque préméditée par excellence. L'agresseur veut avoir une situation qui est confortable pour lui, où il pense qu'il ne prend pas de risque. Donc une attaque où il arrive dans votre dos et il a un avantage de la surprise. Ok ? Donc là, ici, si vous êtes un petit peu conditionné, vous avez le premier niveau d'anticipation. C'est-à-dire vous sentez, vous réagissez tout de suite. Donc c'est ce qu'on va montrer tout de suite. La première, il vient, vas-y. Voilà, il vient. Là, je l'ai senti. Donc dès que j'ai senti ou j'ai vu le bras passer, je suis venu protéger un tout petit peu mon cou et je suis venu sortir légèrement mes fesses. Et là, je suis fort sur mes appuis. J'ai baissé mes appuis et je suis fort sur mes appuis. Ok ? Donc à partir de là, je vais pouvoir travailler d'une certaine façon. Il y a une deuxième possibilité qu'on va voir juste après, où j'ai pas pu anticiper, où j'étais là, et là je n'ai plus mes appuis. Okay ? Donc c'est deux possibilités. Donc la première, on imagine qu'on a eu un réflexe, il est venu, tac, il vient chercher, hop, tout de suite. Ok ? Enlever le bras. Comment ? Il faudra dire d'enlever le bras au fatidique. Alors il faut que tu sortes du tatami parce que... donc je sors. Là, vous n'avez pas besoin de force. Vous allez juste faire une bascule et vous allez venir regarder par là. Ok. Mais même s'il est beaucoup plus costaud que nous. Vous allez voir, on va le faire. Je suis ici. En fait, ça glisse. Tu glisses et tu crées un vide. L'épaule en fait. Si vous allez même dans des cours de judo, c'est une technique classique de judo. Vous allez voir des tout petites personnes comme ça qui vont vous attraper, qui vont vous jeter. Ils n'ont pas besoin de force. Il faut sentir, il faut le sentir, il faut attraper. Et c'est lui qui va être surpris. Donc je reviens. Tu sors tes fesses, tu regardes là-bas. Oh bah dis donc, t'es puissante toi. Donc en fait ça peut marcher finalement quel que soit le gabarit, et c'est une technique qui peut fonctionner Tout à fait. facilement. Alors c'est une question de levier, c'est une question de feeling, ça prend un petit peu de temps. Je dis pas que si demain elle se fait agresser, elle se rappellera, elle pourra le faire. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne à avoir les réflexes. Maintenant, on est quelqu'un qui allait un peu plus vite et qui nous a mis en difficulté. On va se mettre un peu dans cette direction, un peu dans cette direction-là, comme ça on est l'agression visible. Là, je suis là. Oh, c'est trop tard maintenant pour moi. En arrière. C'est très dangereux. Là il est déstabilisé, il va tomber en arrière. Là, je vais tomber en arrière. Donc je peux pas venir le ramener comme je voulais. J'ai besoin de trouver un appui en arrière, ok ? Où est-ce que je vais chercher mon appui ? C'est avec cette jambe. Je vais venir chercher avec cette jambe derrière moi, ok ? Ça, je peux.
Une fois que je suis venu chercher avec ma jambe derrière, je garde le contrôle et je pivote. Ok? Donc là, et c'est un levier qui est très fort. Je vais te le montrer pour que tu le sentes. Viens chercher. Alors là, tu es venu là, tu m'as mis en arrière. Je viens en arrière et je vais pivoter. Tu sens que c'est difficile de résister. Je te remets là pour pas que... Ok, donc là, on a une position avec 2 niveaux d'anticipation. Le premier, j'ai anticipé très tôt. Tac, bing. Le deuxième, j'ai pas anticipé. Oh, tac. Et ça se passe finalement en 2 secondes, parce que c'est très rapide. Ça va très vite. Ça va très vite et encore une fois, vous voyez, il n'y a pas des tas de choses à faire. Je sais pas, des trucs compliqués à faire. Il faut que ce soit, pour que ça marche, il faut que ce soit très simple. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, c'est situation simple, des réponses simples. Avec un minimum d'entraînement, vous êtes capable de faire ça. Et si je fais ça et qu'il arrive à sortir, c'est pas grave. En tout cas, j'aurai désamorcé la situation. Imaginons qu'il est anticipé. Et c'est ce qui se passe quand on se bagarre dans la rue, ça cafouille. Je suis là, il anticipe, il arrive à sortir. C'est pas grave. Maintenant, je me retrouve plus dans cette position où je suis vraiment mal. Donc ça demande beaucoup d'entraînement pour maîtriser ce genre de figure ou... Ce que je trouve avec le jiu-jitsu brésilien, c'est que ça demande un temps raisonnable d'entraînement. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être un maître pour pouvoir se défendre. En quelques années, les élèves qui viennent chez nous, en 1 an, en 2 ans, il y a une vraie transformation dans leur capacité physique, dans leurs réflexes, dans leur senti et leur feeling. Et ils développent, je dirais, un niveau qui est correct, qui leur permet de se défendre. Déjà en 2 ans, on est quelqu'un d'autre. Voilà. Mais maintenant, bien sûr, c'est pas en un cours qu'on le fait, mais on peut avoir des idées. Donc, par rapport à ce que vous disiez plus tôt, oui, on peut taper dans les yeux, oui, on peut taper dans les couilles. Alors, il y a 2 choses. D'abord, il y a une certaine incertitude. Parce qu'à l'entraînement, c'est difficile de s'entraîner à taper dans les yeux de quelqu'un pendant des heures, alors qu'on peut s'entraîner à le jeter. Donc, c'est intéressant, ces techniques, mais on ne peut pas compter à 100% dessus parce on a du mal à s'entraîner de manière réelle dessus. Et deuxième, d'autant plus que n'importe qui, vraiment, c'est un réflexe très très naturel. Si on vous met la main dans les yeux, de détourner le regard et de vous protéger, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait des arts martiaux. C'est les réflexes les plus naturels, c'est les yeux et les parties ici, de les protéger. N'importe quel garçon va le faire sans avoir fait d'arts martiaux. Donc si vous partez du principe que votre arme numéro 1, c'est d'être capable de frapper à ces endroits-là, il faudrait vous entraîner très sérieusement parce que la personne va les défendre spontanément. Et on ne peut pas s'entraîner très sérieusement à faire ça. Alors, en Krav Maga, par exemple, on met une coquille et on arrive à s'entraîner à frapper dans les couilles. Et on a des gens qui sont très efficaces pour le faire. Mais c'est une forme de travail. La deuxième chose, c'est aussi qu'il faut faire attention à ce que vous faites avec vos personnes. Nous, on enseigne des techniques. Si demain, on enseigne une technique qui va tuer quelqu'un dans la rue, on a une certaine... Donc, notre but, c'est encore une fois d'essayer de désamorcer une situation, de sortir et de pas mettre en danger l'intégrité physique de la personne. C'est pas parce que quelqu'un veut vous piquer votre portefeuille que vous devez lui casser un bras ou vous devez le rendre aveugle ou le rendre borgne. Donc il faut trouver l'équilibre et on essaye au maximum d'enseigner des techniques qui soient non destructives, on va dire. Il faut savoir quand même que c'est une agression, je dirais, assez faible de la part de l'agresseur parce que ça fait partie des agressions qui ne marchent pas très bien. Celle de tout à l'heure en attrapant par derrière, une agression beaucoup plus dangereuse de la part de l'agresseur. D'accord ? Bon, après, il y a la position où je suis contre un mur, celle-là peut être forte, mais si je ne suis pas contre un mur, elle n'est pas très très forte. Visiblement, il pourrait juste reculer. Voilà. Il recule. C'est dur de me retenir. Bon, alors, maintenant, si vous avez quelqu'un... Alors, contre un mur, c'est autre chose. C'est contre un mur que tu veux savoir ou... Bah ouais, contre un mur. Ouais. Partons ici. Donc, ce qui est très simple avec cette situation, c'est qu'avec le bon mouvement de tête, comme il a que ses pouces ici et que c'est juste un doigt, avec le bon mouvement de tête, je peux déjà désamorcer une bonne partie de la situation. Juste en faisant ça. C'est assez incroyable. On n'y pense pas parce qu'on essaye de se battre dans cette direction-là. Mais si d'abord, je descends sur mes bases pour prendre un appui solide et je viens là, j'ai désamorcé 80% des attaques comme ça, facilement. Après, il va y avoir le cas où la personne est particulièrement forte au niveau des mains, où le déséquilibre de force entre lui et moi est particulièrement grand. Et là, il va falloir que je trouve d'autres techniques. Donc, on va venir, par exemple, frapper ici. Entrer. Pour venir projeter. Je ne vais pas le projeter ici parce que là, on a... Ok. Pour venir. Projeter. Bravo. Donc on casse sa ligne d'attaque avec
il est ici, on casse la ligne d'attaque là. Une fois que la ligne d'attaque est cassée, on rentre. Et on garde toujours le contrôle sur son adversaire. Donc ça, c'est des bases qu'on peut apprendre en moins d'un an. C'est vraiment c'est les bases que en 2 ans de Jujutsu, on commence à maîtriser, on commence à être à l'aise avec ces bases-là. Et à l'échelle d'un art martial, c'est assez rapide en fait, parce que les principes sont toujours les mêmes. Dans tout ce qu'on vous a montré, il y a un premier principe au moment de l'agression, c'est de descendre son centre de gravité, prendre une base solide et se mettre droit. Et je ne sais pas si vous avez vu que ce soit qu'on attaque derrière, qu'on a attaqué avec les knucks de côté, qu'on a attaqué l'étranglement devant, on a commencé par ce premier geste fondamental. Et donc, il y a des choses qui se répètent de technique en technique. Et la manière dont j'ai projeté Samuel ici, et la manière dont il m'a projeté quand il m'a attrapé derrière, font appel un peu au même type de principe aussi en termes de placement du centre de gravité. Donc on capitalise ce qu'on apprend dans une sur l'autre. Voilà. Donc Patrick, on le connaît depuis un moment, c'est quelqu'un qui est un passionné, c'est quelqu'un qui, quand on l'a connu, avait déjà un niveau exceptionnel et qui depuis n'a cherché qu'à se former, compléter. Il part, il rencontre tous les gens les plus qualifiés dans la sécurité, dans le jiu-jitsu brésilien et dans tout ce qu'il pratique. Il y a une recherche constante de la perfection, on l'a vu augmenter. Maintenant, il est 3e dan de jiu-jitsu brésilien. C'est assez rare en Europe d'avoir ce type de niveau. Avec tout ce qu'il a synthétisé entre le jiu-jitsu brésilien, le Krav Maga, tous les stages, les gens qu'il a rencontrés, l'expérience qu'il a eue sur le terrain, il a créé un système qui s'appelle le FFMI, qui est la formation de maîtrise de l'individu, et qu'il enseigne dans des corps type GIGN ou ERIS, etc. Donc, il enseigne vraiment à des gens où on n'a pas le droit à l'erreur, on va dire. Donc aujourd'hui, c'est quand même c'est exceptionnel d'avoir quelqu'un en France qui atteint ce niveau-là et qui soit capable de dispenser cet enseignement. Et c'est cet esprit qu'il transmet à l'académie et qui fait qu'on a envie de s'améliorer tous les jours et de transmettre notre passion. Voilà. Ouais, il y a vraiment une constante, c'est une recherche de l'excellence dans tout ce qu'il fait. Donc là, on l'a vu à travers tout ce qui est la défense, la self-défense ou dans des situations les plus difficiles. Mais en jiu-jitsu brésilien, c'est pareil. Donc, il a eu des titres au niveau mondial. Il y a très peu de Français qui sont arrivés là. Et là, il nous fait venir à la fin du mois pour un stage. L'actuel champion du monde, toute catégorie de jiu-jitsu brésilien, il nous fait venir des États-Unis. Parce qu'il veut toujours qu'on soit au contact des dernières techniques, des dernières évolutions du sport, tourner avec eux, sentir comment ça se passe. Donc c'est une mentalité, une philosophie de dire qu'il n'y a pas de limite, qu'il faut toujours aller un cran plus loin. Alors, quelques titres de notre ami Patrick Bittan. Il a eu pas mal de titres en Europe au début du jiu-jitsu brésilien. Et puis son plus beau titre, c'est un titre de vice-champion du monde en ceinture noire au Brésil. Donc vice-champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Et je crois qu'il a aussi été médaillé en toute catégorie où il a passé des tours au Brésil face à des adversaires redoutables. Et ça reste des performances assez uniques, donc c'est beau. Et aujourd'hui, il continue à tourner, donc à s'entraîner, à faire des matchs avec tous ses élèves quand on est là, et pour qu'on puisse profiter justement et s'enrichir à son contact. Donc voilà, c'est ça qu'on apprécie aussi. Plus d'hommes. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes à la Bittan Academy ? Complètement des disciplines. Alors, en Krav Maga, on va avoir pas mal de filles. En boxe thaï aussi, je trouve que surprenamment par rapport à la discipline, ils ont réussi à créer un groupe qui est assez mixte. En jiu-jitsu brésilien, on a aussi des filles. Forcément, il y a plus de garçons que de filles, mais on en a aussi. On en a en grappling aussi. Donc les arts martiaux, ça reste des domaines où il y a plus de garçons que de filles, mais ça va, on n'est pas trop triste chez nous. Ça s'est bien développé et la plupart, chaque fois, c'est des élèves de Patrick qui sont montés dans leur discipline jusqu'à un niveau très élevé, jusqu'au devenir professeur, et qui ont voulu, dans la région où ils étaient ou dans la région où ils ont bougé, retrouver ça. Et Patrick créer une Bittan Academy, faire partie du groupe, et on a des stages aussi. De temps en temps, on arrive à se retrouver entre toutes les différentes Bittan Academy, au moins françaises. Donc, et puis quand on voyage à l'étranger, c'est toujours sympa d'aller taper à la porte d'un dojo et puis de trouver des gens qui parlent le même langage. C'est toujours sympa. Il y a un truc qui est très particulier au jiu-jitsu brésilien, c'est que pour l'échauffement, on fait quelque chose qu'on appelle gymnastique naturelle, qui vient du Brésil et qui est basée sur les formes de corps, donc des manières de se déplacer, qui sont particulières au jiu-jitsu brésilien et qui permettent d'accroître notre musculature, notre coordination, notre souplesse, et qui nous permettent, donc Samuel va montrer quelques formes de corps de gymnastique naturelle. On passe d'une épaule à l'autre. Donc il y a tout un ensemble de mouvements. Mais là, c'est pas dangereux pour le coup là, parce que justement, il passe d'une épaule à l'autre. C'est toute la. Le coup, il n'y a aucune pression sur le cou.
Mais ça s'apprend, effectivement. Et donc ça, c'est les techniques de fuite de hanche, les techniques de pont. On a vraiment une grande variété. Toutes sortes de techniques de roulade et qu'on vient combiner entre elles pour créer des formes d'échauffement. C'est très dynamique. On travaille tout en même temps, le cardio, et on répète l'ABC, la grammaire des mouvements du corps humain. Et ça dure combien de temps alors finalement? On a à peu près une demi-heure d'échauffement, une demi-heure de technique et une demi-heure de combat à la fin. Un cours de jiu-jitsu brésilien classique. À l'Habitant Academy, il y a cours tous les jours et même des fois plusieurs fois par jour. Donc c'est vraiment... et pour le jiu-jitsu brésilien, et pour les autres arts martiaux, il y a aussi beaucoup de cours dans la semaine. Donc le but, c'est vraiment de faire un centre de combat. Il y a des cours le matin, il y en a le midi, il y en a l'après-midi, il y en a le soir, il y en a le week-end, il y en a le dimanche. Ça n'arrête jamais, c'est des passionnés. Et donc les gens peuvent venir quand ils veulent en fait. Aussi, il y a des gens qui pratiquent énormément, d'autres qui pratiquent moins. Il y a toute une partie, on appelle le jiu-jitsu brésilien, on appelle ça les échecs humains. Il y a vraiment une partie où on peut vraiment progresser juste en visualisant et en visualisant mentalement les techniques. C'est vraiment une question de stratégie. Donc on développe son physique, on développe son timing, mais on développe énormément sa stratégie, sa connaissance des techniques. Ça devient un arbre. Donc on peut peut-être faire un petit jeu qu'on peut faire pour vous illustrer. On imagine qu'il y en a un qui est par terre comme ça, l'autre qui est debout, et son but ça va être de passer ce qu'on appelle ma garde et de venir qui sont une zone de danger. Voilà, et de venir contrôler ou sur le côté, on va dire, ou avec le genou, ou alors en contrôle, ou alors sur moi à quatre pattes, comme on l'a vu, ok? Et moi, je vais devoir utiliser mes jambes pour me défendre, éventuellement le renverser, éventuellement le soumettre avec une clé ou un étranglement. Ok, donc c'est un petit jeu qu'on peut montrer. Donc là, j'ai renversé la situation, j'ai gagné. C'est à lui. Ça peut aller loin, c'est ça. Ouais. Donc effectivement, ça peut durer longtemps. Là, si vous tombez sur un adversaire redoutable... On va te faire essayer le jeu. C'est... Allez Henri, sort de ses jambes. C'est lui qui me contrôle, voilà. Tu veux refaire? Allez, allez. Allez, un petit coup. Un deuxième. Peut-être la chance du débutant. Hein. Ouais. On va voir. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mm. Il veut pas me laisser une chance. Merci Henri. C'est la réputation de l'Habitant Academy là. Ouais. Quand on est face à quelqu'un qui connaît bien ce jeu qu'on appelle la garde, effectivement on peut très vite prendre contrôle de l'équilibre de l'autre. Donc c'est ce que Samuel a fait avec toi. C'est ce que donc, j'ai un peu pris contrôle de ton équilibre d'une certaine manière. Donc là on imagine qu'en situation de combat j'aurais fait passer par-dessus moi. Donc voilà, effectivement, mais c'est un jeu, il faut savoir utiliser ses pieds comme des mains. Je sais pas si tu as vu comment ça s'est passé avec Samuel, mais il a mis ses pieds partout sur toi. Moi, j'ai posé les miens aussi sur elle. C'est quoi la technique finalement? Il faut viser, il faut avoir les yeux rivés dans un endroit précis, sur les hanches, sur... Les hanches, c'est clé en fait. C'est plus important de regarder effectivement les hanches que le déplacement des pieds en particulier. Et après, il y a toutes sortes de techniques pour limiter la mobilité de son adversaire. Donc viens Barbara. Finalement, c'est trompeur alors les pieds, parce que... Par D'accord. exemple, je sais pas si tu as vu, moi j'ai mis mes pieds comme ça. Samuel, toi aussi, tu as fait ça. Si avec les pieds comme ça, maintenant Barbara essaye de passer, de me contourner, c'est très difficile. Tu vois, j'ai un contrôle ici, ce qu'on appelle des crochets. Serre-toi de tes mains. Ne me tiens pas, laisse-toi tomber. Voilà. Alors, Triche. donc ça, c'est ça la clé en fait. C'est de savoir vraiment utiliser ses pieds encore mieux que ses mains, je dirais. D'accord. Et ça s'apprend assez rapidement? Ah, ça, c'est... on progresse très vite, comme on dit, entre 0 et 2 ans, il y a une transformation de l'individu dans sa manière de penser. Et après, ça ne s'arrête jamais, donc on peut continuer toute sa vie à progresser là-dessus. Surtout. Et vous êtes les deux, vous jetez sur moi. Donc deux gros quoi. D'accord. Vous jetez sur moi. Allons-y. Ton micro peut-être. Et il faut que je sorte de la position. D'accord, donc nous... D'un fils du fondateur, donc de Royce Gracie contre un sumo en MMA.
Et justement, tu vois comment il a appliqué le jujutsu contre un sumo. Il y avait 100 kilos de différence entre les deux, plus de 100 kilos de différence. Et il a utilisé la technique de la garde, donc ce que Samuel vient de faire. Un sumo, moi je pourrais jamais te mettre par terre. Tu es tellement lourd, je pourrais jamais te mettre par terre. Il faut que j'accepte de mettre par terre moi. Et en utilisant mes jambes contre toi, de te faire des clés ou des étranglements. Et c'est ce qu'a fait Royce Gracie devant des milliers de spectateurs au Japon sur un sumo. C'était un combat assez épique qu'on peut revoir sur YouTube et probablement sur Dailymotion. Et qui est resté dans les annales comme un des combats fondateurs du mythe du jiu-jitsu brésilien. Donc moi je me suis permis de me mettre avec cette tenue, après on va faire des petits jeux, mais pour parler plus sérieusement donc, moi je voudrais savoir si tu te retrouves face à un adversaire de ce poids-là, est-ce qu'il y a des parades, est-ce que c'est possible de se défendre et comment? Alors, il y a eu un combat qui était assez mythique, qui est Royce Gracie contre un sumo, justement. Donc, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Les sushis sont arrivés, donc c'est super. Vincent, tu veux que je monte? Tu veux me montrer? Allez, vas-y. Là, le sumo l'attaque, vas-y, tu vas faire la démonstration, je vais parler. Comme il est trop gros, je peux pas le faire tomber, moi. Il n'y a que lui qui peut me faire tomber. Voilà, comme il est trop gros, il peut pas le faire tomber, donc il va prendre une position où il va être en position, on a l'impression qu'il est dominé, mais on va voir qu'il va réussir à retourner l'adversaire à son avantage avec une clé qu'on appelle une omoplata. Bon là, ça part, voilà. Et là, le poids de l'adversaire est retourné contre lui. Il est écrasé contre le sol. Alors Henri, un commentaire. Un commentaire, moi je pensais pas qu'on pouvait maîtriser une personne de cette taille-là, donc ça me démangeait, voilà, tout simplement. Et puis je vais quand même vous donner une bonne leçon, moi, vous allez voir. Tiens-moi ça, toi. Hey, Wow. Alors ba-academies.com, Academies IES, vous allez trouver toutes les informations. Donc là, bon, on est parti un petit peu, on rigolait, mais c'est une académie très sérieuse avec des professionnels et on vous attend bientôt avec grand plaisir. Ciao tout le monde et retrouvez-nous sur le live.